Bonjour à tous. Donc on est venu vous parler d'un sujet difficile, sécuriser DevOps. Alors c'est compliqué parce qu'aujourd'hui tout va très vite. Et pour être honnête, les équipes sécurité ont du mal à suivre. Elles ont du mal à suivre parce que très peu de tâches sont automatisées et les équipes sécurité sont souvent peu nombreuses et ils ne peuvent pas suivre tous les développements. Alors pour vous en parler aujourd'hui, Alors Jean-Baptiste Joly, consultant Octo depuis maintenant 1 an au sein de la tribu Ops. Et pendant cette présentation, je vais vous présenter les aspects Dev et Ops en lien avec le cycle DevOps de développement. Et Didier Bernaudot, donc pour ma part, je suis expert sécurité au sein d'Octo Technologies et je vais évoquer des sujets sécurité au sein du cycle de développement DevSecOps. Alors ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que le cycle de développement des applications s'est fortement accéléré. Auparavant, il fallait facilement 18 mois, donc 1 an et demi aux applications pour passer de la phase de conception jusqu'à la phase de livraison en production. Maintenant, avec l'avènement des méthodes agiles et de tout ce qui en découle, on est capable de livrer en production tous les jours et pour les meilleurs d'entre vous, plusieurs fois par jour. Alors, cette industrialisation s'est faite en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a eu l'intégration continue dans les années 2000 avec l'avènement donc des méthodes agiles. Et donc pendant l'intégration continue, en fait, elle vise à automatiser les tests d'intégration et les tests unitaires faits par vos développeurs. Ensuite, il y a eu la livraison en continu. Donc là, toujours du côté des développeurs, on va automatiser la livraison de votre code vers l'usine de déploiement. Donc la livraison du code va être automatisée et ça va permettre de s'assurer que votre code est toujours déployable sur votre infrastructure. Mais là encore, on voit bien que les Ops vont avoir une action manuelle à faire pour déployer l'application en production. Enfin, la dernière étape, c'est le déploiement en continu, qui est arrivé avec le mouvement DevOps, et qui vise donc pour les équipes Ops à automatiser la livraison de votre application automatiquement sur leur infrastructure. Alors aller plus vite ne veut pas dire plus sûr, et c'est notamment ce qui est arrivé à certaines sociétés ces dernières années. Alors on va commencer par Equifax, je pense que c'est une société qui a été assez médiatisée suite à la vulnérabilité de son site web. Ils utilisaient un framework, Struts en l'occurrence, qui avait une vulnérabilité connue. Donc connue de tous, sauf d'Equifax, qui ne le savait pas. Et du coup, son site internet a permis l'exfiltration de plus de 147 millions de personnes. C'est quand même 50% de la population américaine. Sachant qu'Equifax est une société de scoring en solvabilité, on se doute un peu que les données sont un peu critiques. Plus récent, en 2019, Facebook a exposé 140 gigas de données sur un bucket S3, sauf qu'il était en libre accès sur Internet, et ça a permis d'exfiltrer plus de 540 millions de données de ses utilisateurs. Alors plus récent, ça date du mois dernier, Amelie.fr, un assuré pouvait accéder à ces documents en ligne, mais simplement en modifiant l'identifiant dans l'URL, on pouvait accéder à un autre document qui appartenait à un autre assuré. Ce qui est un peu gênant, pour des données de santé quand même. Du coup, pour remédier à ça, généralement dans les phases de projet, on a tout d'abord un catalogue d'exigences de sécurité à appliquer. Et à la fin, on a un audit de sécurité pour vérifier que ce qu'on avait demandé au début du projet a bien été appliqué. Alors, on est d'accord, il y a des exigences de sécurité, des audits de sécurité, mais si on regarde d'un peu plus près ces deux éléments, on voit bien que c'est un peu compliqué. Par exemple, les exigences de sécurité, souvent, c'est un ou plusieurs documents de plusieurs centaines de pages, et avec des exigences qui sont relativement généralistes afin qu'elles soient applicables au plus grand nombre de projets. Et donc finalement, nos développeurs et nos Ops, quand ils sont confrontés à ces documents, ils ne savent pas vraiment quoi faire, parce que ces exigences sont abstraites. Ensuite, ton audit de sécurité, c'est bien, mais souvent il arrive trop tard. L'application est déjà en production. L'audit va être réalisé sur un scope qui va être incomplet. Et on est d'accord aussi pour dire que l'audit de sécurité, c'est bien, ça va nous donner un joli résultat, mais derrière, qui va aller corriger les vulnérabilités qui vont être remontées? Puisque probablement que la période de dev va être terminée, que l'équipe de TMA n'a pas prévu ça dans son contrat. Donc finalement, on va se retrouver avec des vulnérabilités, mais qui ne seront jamais corrigées. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la sécurité, pour l'instant, n'est pas faite en continu. Elle est plutôt faite en discontinu. La sécurité continue à être en mode
traditionnel, avec un mode plutôt en cycle en V, avec des exigences de sécurité qui arrivent au moment du début du projet, et ensuite un audit de sécurité qui arrive vers la fin du produit. Et on se doute bien que de la sécurité comme ça ne marche pas très bien. Alors effectivement, on est bien d'accord que la sécurité ne fonctionne pas de cette façon-là. Et je pense que tous les professionnels de la sécurité le savent et également toutes les équipes de développement en sont conscientes. Donc il serait intéressant de changer nos pratiques et de faire de la sécurité en continu. Alors la sécurité en continu, c'est tout d'abord d'intégrer la sécurité dans chaque étape du développement. De la phase de plan jusqu'à la phase de deploy, on va intégrer la sécurité. Mais surtout, on va intégrer la sécurité dès le début du projet, dans les phases de cadrage ou sprint 0, peu importe comment c'est appelé, mais c'est ce qu'on appelle le Shift Security to the Left. On va faire intégrer la sécurité dès le début et prendre en compte les contraintes de sécurité. C'est ce qu'on appelle le Security by Design. On a intégré la sécurité à la conception de l'application. Mais aussi, on va intégrer la sécurité à chaque cycle de développement. Sur chaque sprint, on fera les tests de sécurité. On ne va pas faire uniquement un sprint dédié à la sécurité qu'on fera tous les 3 mois et on verra ce qu'il arrivera dans ce sprint-là. L'idée, c'est bien de l'automatiser à chaque cycle. Et pour l'automatiser, justement, on aura besoin d'outils qui vont nous réaliser les tâches parce que les équipes de sécurité n'ont pas l'effectif nécessaire pour réaliser les tâches manuellement. Alors avant de continuer cette présentation, il y a une certaine notion qu'on doit clarifier. Qu'est-ce qu'une équipe DevSecOps ? Une équipe DevSecOps, c'est une équipe multicompétences pour opérer le produit. À la fois, il y a forcément le Product Owner, les développeurs, l'Ops, mais aussi le Security Ambassador qui sera là pour traiter tous les sujets de sécurité. Ce n'est pas forcément un expert en sécurité, mais c'est lui qui doit prendre en charge tous les sujets de sécurité et qui sera en lien avec l'équipe du RSSI ou le coach sécurité. Et donc, comme promis au début de cette présentation, on va vous expliquer comment intégrer des outils de sécurité ou des process de sécurité dans l'ensemble du cycle DevOps. Donc on va commencer par la phase de plan. La phase de plan, c'est le moment où on va cadrer et spécifier le projet d'un point de vue technique et fonctionnel. Donc à ce moment-là, les différents acteurs du projet vont se réunir dans le but de co-construire un produit qui soit le plus proche possible des attentes du métier. Donc pour ce faire, ils vont rédiger un certain nombre de user stories qui vont renseigner un certain nombre de fonctionnalités qui doivent être développées. Et ces user stories vont alimenter un backlog dans lequel les développeurs vont pouvoir piocher quand ils auront des choses à faire. Finalement, on se rend bien compte que pendant la phase de plan, la personne qui est moteur, c'est souvent le métier. Et pour le métier, la sécurité est plutôt vue comme un frein à la livraison de produits. Alors on peut se poser la question, comment faire pour sensibiliser que ce soit les devs, les ops ou le métier aux exigences de sécurité ? Alors, pour intégrer les exigences de sécurité dans le produit, il va falloir les mettre dans le backlog. Si ce n'est pas dans le backlog, ça ne sera jamais planifié et jamais réalisé. Donc, il est important d'avoir vos exigences de sécurité dans votre backlog. Alors, pour ça, on a différentes façons de le faire. La première, ça sera d'écrire des User Security Stories. Donc là, c'est vos fonctions de sécurité. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir m'authentifier, je veux pouvoir changer mon mot de passe. Toutes les fonctions de sécurité que vous voulez avoir du produit, vous devez les renseigner dans le backlog. Après, on a une autre solution qui s'appelle les acceptance criteria d'un point de vue sécurité. Donc là, c'est sur les user stories que vous avez de manière traditionnelle. Par exemple, un assuré veut accéder à un document de son assurance. Un critère d'acceptance qu'on pourrait mettre, c'est qu'un assuré ne peut pas accéder au document d'un autre assuré. Voilà. C'est un exemple totalement au hasard. Ensuite, on a un backlog de risques dans lequel on peut mettre toutes les Evil User Stories. Donc, en général, sur un projet agile, il y a toujours un backlog de risques, les risques projets, les risques sur le produit, les risques humains, et donc on va pouvoir ajouter les risques de sécurité qu'on a sur le produit. Donc, une fois qu'on a intégré ça, on va pouvoir continuer notre cycle de DevSecOps. Et on va passer à la phase de code. Donc, pendant la phase de code, on va s'assurer que notre code respecte un certain standard qui aura été rédigé par nos développeurs. Donc, le but derrière de définir une convention de code, c'est de faciliter les échanges entre vos développeurs afin qu'ils parlent le même langage. Un autre but aussi derrière, c'est de faciliter la reprise ou la maintenabilité du code par une personne autre. Finalement, les outils qui sont disponibles à ce moment-là pour les développeurs, ce sont les linters.
Donc ce sont des outils qui vont analyser syntaxiquement le code afin de vérifier qu'il n'y a pas un espace en trop, qu'il n'y a pas des points-virgules en trop, ou par exemple que toutes les variables qui ont été définies sont bien utilisées. Et finalement, qu'est-ce que toi tu verrais à cet endroit-là en termes de sécurité à rajouter? Alors pour assurer la sécurité, on va mettre en place des outils d'analyse de code source qui vont détecter des vulnérabilités potentiellement dans votre code. Donc ça, c'est des analyses des outils des outils qu'on appelle des SAS, des Static Application Security Testing. Donc on a des solutions à la fois commerciales, donc comme Coverity ou Checkmarx, des solutions open source, comme ESLint Security pour l'environnement JavaScript, et chaque langage a son outil, comme Bandit pour Python ou Find Security Bugs pour Java. On a aussi des outils un peu mix, un peu communautaires, comme CodeQL qui a été mis à disposition par GitHub. Vous pouvez l'utiliser gratuitement sur tous vos projets open source. Donc ça peut être intéressant de l'utiliser. Donc ces outils, ils fonctionnent de différentes façons. Ils ont différents moyens pour analyser le code. On va commencer par des outils assez simples, l'analyse sémantique. On va rechercher dans votre code si vous avez des patterns qui sont connus comme étant vulnérables, typiquement des fonctions que vous ne devriez pas utiliser, ou des fonctions avec des paramètres qui sont indispensables à utiliser. Donc ça, c'est des outils de premier niveau. Ensuite, on va avoir des analyses qui vont analyser les limites de votre application, range analysis. On va tester si votre application est capable de prendre des valeurs aux limites négatives et aux limites positives. Ça nous permet de détecter ce qu'on appelle les buffer overflow, qu'on avait beaucoup dans certains langages. Les outils d'analyse de code permettent de le détecter. Et après, on a des méthodes beaucoup plus évoluées qu'on trouve sur les solutions plutôt commerciales, notamment tout ce qui est control flow. On va vérifier le flow d'exécution de votre application pour vérifier qu'on ne bypasse pas un contrôle d'authentification, par exemple. La dernière méthode qu'on a, c'est le data flow analysis. On va vérifier que l'origine des données, par exemple, ça vient d'une entrée utilisateur saisie sur un formulaire, et il va être exploité dans une base de données derrière et exécuté par le moteur SQL. S'il y avait une donnée malveillante qui a été saisie dans le formulaire, elle sera exécutée par le moteur de base de données. Et ça revient à une SQL injection. Donc ça, ces outils-là vont vous permettre de détecter ces failles-là. Ils pourront être pris en compte dans cette phase-là et corrigés. Donc il y aura un rework pour revenir sur la phase de code. Et on pourra passer à l'étape suivante. Donc pendant la phase de build, on va essayer de compiler notre projet. Donc quand c'est un langage qui permet d'être compilé, et on va générer un certain nombre d'artefacts. Ces artefacts, après, seront ensuite envoyés vers l'usine de déploiement et qui seront utilisés à ce moment-là. Pour compiler notre projet, dans la stack Java, on peut utiliser par exemple Gradle ou Maven. Et si je ne me trompe pas, normalement, toi, à ce moment-là, tu as envie d'auditer mon code, non? Alors, on ne va pas auditer le code, on va juste vérifier que ton application n'utilise pas des frameworks vulnérables. Enfin, petite précision, c'est des frameworks qui ont des vulnérabilités connues. On ne va pas auditer le framework, on va juste se référer à un référentiel. Est-ce que ce framework-là a une vulnérabilité connue? C'est ce qu'aurait dû faire Equifax à l'époque. Ça lui aurait permis de détecter que Struts avait une faille connue et que des pirates pouvaient exploiter. Alors les outils qu'on utilise à cette phase-là s'appellent des Software Composition Analysis. On a des outils assez simples comme npm Modit dans le monde JavaScript. C'est des outils assez simples à mettre en place. En 5 minutes, c'est fait. Et vous avez un retour sur investissement assez important. Ensuite, vous avez Dependency Check, qui est un outil plus pour le monde Java, et qui est fourni, un outil open source qui est fourni par le WASP. Et on a des outils un peu plus évolués comme Dependabot, qui lui est capable de mettre à jour automatiquement votre liste de dépendances et faire la pull request pour mettre à jour votre fichier package.json s'il y a un framework vulnérable. Donc une fois qu'on a mis à jour nos dépendances et qu'elles ne sont pas vulnérables, on va pouvoir passer à la phase suivante, les tests. Alors comme son nom l'indique, pendant cette phase, on va lancer des tests. En fait, ces tests vont être lancés automatiquement et c'est les tests qui auront été rédigés par vos développeurs. Donc là, on parle des tests fonctionnels, des tests métiers et des tests d'intégration. Donc là encore, les développeurs ou les ops ont un grand nombre de librairies à leur disposition en fonction de leur langage. Et en plus de ça, ils ont aussi ce qu'on appelle des librairies qui leur permettent de faire des mocks, c'est-à-dire de simuler des composants ou des retours d'API qui ne sont pas encore disponibles ou pas encore développés à ce moment-là de l'application. Bon, là on parle de tests, je te vois venir, tu as envie de faire des tests de sécurité. Exactement, on va pouvoir jouer des tests qu'on aurait définis au préalable. On va utiliser les mêmes frameworks que les développeurs utilisent actuellement, et on va avoir quelques outils spécifiques pour faire nos tests en sécurité,
Notamment, là, l'exemple qui est cité, c'est Spring Security Test, qui nous permet de faire des mocks sur les objets d'authentification. Mais les tests, on va exécuter les tests qu'on a implémentés, qu'on a définis dans nos critères d'acceptation. On avait dit qu'un utilisateur, qu'un assuré ne doit pas pouvoir accéder aux documents d'un autre assuré. C'est un test qu'on peut développer et jouer à cette phase-là. Si le test passe, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et la phase de release. Donc en fait, pendant la phase de release, on va collecter tous les différents artefacts qu'on aura créés pendant la phase de build et on va les regrouper dans ce qu'on appelle un package. Ces packages peuvent avoir plusieurs formats, que ce soit des WAR ou des JAR, ou on peut aussi avoir ces packages sous la forme d'images Docker. Ensuite, tous ces paquets peuvent être mis à disposition des développeurs via des repositories. Ils pourront donc piocher les composants qu'ils ont besoin dans ces repositories. Donc dans les plus connus, on a Artifactory ou Nexus. Bon, là, par contre, en termes de sécurité, je ne sais pas trop ce que tu as envie d'auditer. Alors, on va regarder à cette phase-là, on va pouvoir, depuis le repository qui contient les artefacts, on va pouvoir déclencher des hooks, en fait, pour déclencher des analyses. Alors, les analyses qu'on peut faire, on peut réutiliser les outils d'analyse de framework qu'on avait précédemment, et en plus d'autres outils, notamment si vous faites des packages, si vous avez des images Docker, c'est le bon moment pour les analyser et vérifier si vous n'avez pas une version de Node.js vulnérable, par exemple, ou une version de Nginx qui est installée dans votre Docker qui est vulnérable. Donc là, les outils qu'on a, on a Claire et Trivy qui sont des outils totalement open source, et Encore et Microscanner qui sont des outils communautaires qui sont disponibles gratuitement, mais limités, et un usage payant après derrière. Donc ces outils vont vous permettre de détecter et de permettre de vous mettre à jour ces composants-là et éviter d'avoir des failles de sécurité. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc maintenant, on va pouvoir déployer notre application sur un environnement. Donc la phase du deploy, ça va être le moment où on va provisionner notre infrastructure, et c'est le moment où on va pouvoir aussi tester cette infrastructure. Notre application, à ce moment-là, va être déployée. Donc on va pouvoir réaliser de nouveaux tests, fonctionnels, techniques, métiers. Mais ces tests-là, normalement, ils vont pouvoir être réalisés de bout en bout. Il n'y aura plus de composants qui vont être simulés. Bon, je le vois venir là encore. Mon application est opérationnelle, tu vas vouloir l'attaquer. Exactement, j'aurais attaqué ton application. Et pour ça, on a des outils qui s'appellent des DAST, donc des Dynamic Application Security Testing, qui vont nous permettre de détecter d'éventuels défauts de configuration. Donc si on a mal configuré sa couche TLS, par exemple. Donc ça, c'est si on est en mode passif. Après, il y a le mode actif, où là, on va pouvoir exécuter des attaques pour détecter des XSS, SQL Injection et autres vulnérabilités connues. Donc les outils qu'on a, le plus connu serait peut-être le OWASP ZAP, Z-Attack Proxy, qui est un robot d'attaque. Alors ils ont des attaques connues, mais on peut également scripter nos propres attaques. Il y a un langage de script qui va avec. Et après, on a des solutions commerciales, Rapid7 ou Qualys, qui vont vous parcourir votre application et détecter si vous avez des failles de sécurité. Une fois qu'on a tout bien configuré et qu'on a pris en compte les retours de ces outils, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc, pendant les phases de monitor et operate, c'est pendant les phases pendant lesquelles on va surveiller l'état de santé de notre application et l'état de santé de notre infrastructure. Donc, pour ce faire, on va donc collecter un grand nombre d'informations et on va collecter des logs et on va créer des dashboards qui seront utilisés par les différents utilisateurs de notre produit. Le cas échéant, en cas d'incident, il va y avoir des alertes qui vont être remontées et le plus souvent, les ops vont être réveillés la nuit. Donc dans les outils qui sont utilisés, le plus souvent, on a donc la stack Prometheus et Grafana, on a aussi du Elasticsearch et on a bien d'autres, encore plein d'autres outils disponibles. Et là, qu'est-ce que toi tu penses pouvoir faire en termes de sécurité ? Alors, en termes de sécurité, on va pouvoir tout d'abord auditer en continu notre infrastructure qu'on a chez notre cloud provider. Le but est de détecter un défaut de configuration, un défaut, une non-conformité par rapport à la politique de sécurité qu'on avait définie au préalable. Donc ça, la plupart des cloud providers vous proposent aujourd'hui des solutions et des outils déjà proposés par les cloud providers. Chez AWS, par exemple, on a le GuardDuty. Et chez Azure, il y a deux outils, Azure Policy ou le Security Center. Il y a d'autres outils comme Class Custodian, qui lui est multi-cloud et open source, donc vous pouvez l'installer et le déployer dans votre système. Et vous pourrez prendre en compte les résultats et les alertes qui vous seront remontés. En complément, on a des RASP, des Runtime Application Self-Protection. Donc là, c'est des agents de sécurité qui sont embarqués dans votre application et qui vont agir pour détecter et bloquer les attaques en temps réel.
Alors ces outils, on en a Screen, donc c'est une société française qui propose cet outil-là, un RASP. Et vous avez d'autres sociétés comme Seeker, OpenRASP. Alors OpenRASP, c'est une version open source, fait par Baidu. Et Contrast Security, qui lui propose une version communautaire que vous pouvez utiliser avec des fonctionnalités limitées. Alors une fois qu'on a ça, on a deux outils. On a un DAST, qui vous vous souvenez à l'étape d'avant, c'est notre robot d'attaque. Et là, on vient de mettre un agent de sécurité en plus. Et donc, on va les mettre ensemble et on va voir ce qu'ils nous donnent, puisqu'il y en a un qui peut attaquer, l'autre qui va défendre. L'analyse qu'on va mener avec ça, ça sera un IA, ça deviendra un Interactive Application Security Testing. Et cette méthode d'analyse nous permet de réduire le nombre de faux positifs que l'on a sur l'application, enfin sur l'analyse, et d'avoir un résultat plus pertinent. Alors, une fois qu'on a pris en compte toutes ces mesures de sécurité, enfin tous les alertes qu'on a reçues, dans la phase de monitor et d'opérette, on ne va pas pouvoir corriger tout de suite en temps réel le problème. Il va falloir quand même repasser dans la boucle, s'il va falloir coder, il va falloir modifier la configuration TLS ou des choses comme ça. On va les prendre en compte dans notre prochaine phase de plan. Et si on a une phase expédite, on va pouvoir le traiter assez rapidement. Donc là, on a fini le tour du cycle DevOps. Alors maintenant, en pratique, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on a fait une petite présentation d'un ensemble d'outils open source qui vous permet d'intégrer rapidement et à frais très réduits la sécurité dans votre pipeline. Alors tout d'abord, on a Find Security Bugs qui, pour rappel, était un outil d'analyse de code Java. Et ensuite, à la deuxième phase, on a Dependency Check qui va vérifier vos dépendances que vous utilisez. On exécute nos tests de sécurité avec Spring Security Test. Et enfin, on a Trivy qui, lui, va nous vérifier nos conteneurs s'ils n'ont pas de composants vulnérables à l'intérieur. On a ajouté effectivement ZAP, qui est le Z-Attack Proxy de WASP, qui va nous permettre de réaliser nos attaques et nos tests d'intrusion automatiques dans l'infrastructure qu'on aura déployée, à minima en Calif et celle de Isoprod. Et enfin, on a mis Cloud Custodian pour monitorer notre configuration chez notre cloud provider. Et ça peut être utile pour détecter notamment les buckets S3 en libre accès. Voilà pour la partie open source. Alors, du coup, si vous dites à ce stade-là, si je dois installer tout ça pour sécuriser mes deliveries, j'ai pas fini. Alors, l'idée n'est pas de tout installer non plus. Ça va être suivant votre cas. Si vous êtes un éditeur de logiciel et que vous ne délivrez jamais réellement en production, il n'est pas nécessaire de mettre en place tous les outils. Même si vous livrez dans un environnement de qualification hypothétique, vous n'aurez jamais la même configuration TLS que votre vrai client qui l'aura déployé dans son système. Donc pour bien commencer, on vous conseille de bien sélectionner votre outil, votre premier outil. Sélectionnez celui qui est le plus simple à installer dans votre contexte métier et celui qui va vous apporter le plus de valeur. Donc par exemple, on peut penser à un NPM Audit ou un Dependency Check qui est facile à installer et facile à prendre en compte. Alors ne cherchez pas l'outil idéal non plus, ne passez pas trop de temps à le chercher, qui marche dans tous les contextes, qui vous trouve toutes les vulnérabilités possibles et imaginables, vous ne le trouverez pas. Et de toute façon, au bout d'un moment, votre outil, vous n'aurez plus d'erreurs qui seront remontées. C'est pas parce qu'il ne marche plus, c'est parce que vous serez devenu meilleur. Et dans ce cas-là, ce sera peut-être le temps de changer d'outil qui propose une autre méthode d'analyse de code source ou d'analyse de dépendance. Enfin, pour que tout ça marche bien, pour que vos outils soient utilisés, veillez à accompagner vos utilisateurs, vos devs et vos ops par un expert de sécurité. Cet expert pourra être là pour aider les utilisateurs à installer le produit et aussi à l'utiliser. Enfin, il faut aussi que votre expert de sécurité il ait la possibilité de pouvoir parler avec votre PO afin de préciser quand il y a des actions à faire en termes de sécurité sur le sprint prochain. Donc il faut que cet expert de sécurité ait le poids nécessaire pour parler sécurité avec votre métier. Alors pour conclure, on a vu ici qu'on pouvait facilement automatiser la sécurité et gagner rapidement, augmenter rapidement votre niveau de sécurité de votre application. Néanmoins, les tests de sécurité, les tests d'intrusion ou audits de sécurité qui sont menés sont toujours nécessaires parce que ces audits-là vont trouver des failles de sécurité bien plus complexes qu'un simple outil ne pourrait pas trouver. Mais ils seront plus pertinents par rapport aux tests qu'on fait aujourd'hui. À côté de ça, va falloir penser également à changer l'organisation. Les security ambassadors sont indispensables dans les équipes puisque c'est eux qui voient au quotidien comment fonctionne votre application et les changements qui sont faits dessus. Et également, il va falloir changer de culture, apprendre à coder de façon sécurisée et faire des applications sécurisées par défaut et
par conception. Merci de votre attention et on reste disponible pour d'éventuelles questions.